SNCF aujourd'hui, elle licencie pas, comme dans beaucoup d'autres entreprises. En revanche, elle supprime des postes. Et elle supprime des milliers de postes. Ça, c'est une première chose, donc des suppressions d'emplois qui génèrent du coup des transferts de charges pour les salariés qui restent, et puis le blocage des salaires et la menace de compression sociale sur les comptes sociaux des salariés, comme dans tout le reste du pays. En fait, on voit bien qu'il y a dans ce pays aujourd'hui une partie des salariés qu'on va licencier et l'autre, sous la pression de la crise sanitaire, qu'on va pas licencier mais compresser socialement quant au salaire ou aux conditions de travail. Défendre un service public de qualité semble avoir un prix. Vendredi 6 novembre, certains personnels et soutiens rassemblés devant l'Hôtel-Dieu ont écopé de 135 € d'amende. Leur crime ? Avoir manifesté contre la fermeture temporaire des urgences du plus vieil hôpital parisien décidé le lundi même par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, l'AP-HP, afin de redispatcher les soignants ailleurs. 80 personnes étaient présentes pour dénoncer une décision aberrante au moment du pic pandémique, quand les policiers ont commencé à distribuer les pruneaux, les procès-verbaux. Les forces de police ont procédé à 21 verbalisations pour rassemblement illégal en raison du contexte sanitaire, a indiqué la préfecture de police. Comme le précise Benoît Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris, nous avions appelé à un rassemblement à l'intérieur de l'hôpital. Mais comme les portes étaient cadenassées, on s'est retrouvés sur la place publique. Ça a choqué pas mal de gens qu'on sanctionne les soignants qui veulent juste rouvrir les urgences en pleine crise sanitaire. La répression policière ne devrait pas suffire à éteindre la contestation contre cette fermeture jugée incompréhensible. Alors, messieurs Véran, Hirsch, vous êtes vraiment sérieux ? Oui, tous les soignants le répètent depuis des mois, voire des années. On a besoin de lits. Il faut arrêter le massacre. Les manifestants étaient dehors ce jour-là pour montrer que cet hôpital au cœur de Paris est opérationnel. Mais plutôt que d'écouter les revendications, le gouvernement a préféré pour l'instant sortir le bâton. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe. Au sommaire de notre journal aujourd'hui, nous commencerons par le tout image, avec entre autres un film sur l'avenir de la culture, un sujet sur les retraités qui revendiquent la gratuité des transports, puis les brèves de lutte, où nous parlerons de la solidarité avec les Bridgestone, de PSA qui vire ses intérimaires, et de Gazelle Énergie à Gardanne qui est condamné. Ensuite, comment ça va ? Avec Serge Brodero, élu CGT chez Air France, qui nous parlera de la situation de son entreprise. Le gros plan concerne cette semaine le bureau d'embauche des cheminots parisiens. Parole de parlementaire avec Fabien Gay, en visite à l'usine Mécafi de Châtellerault. Et nous finirons sur la page culture. Depuis plusieurs années, la gratuité des transports en commun est au cœur des revendications que portent les retraités CGT des Bouches-du-Rhône. D'abord au regard des enjeux actuels, réchauffement climatique, lutte contre la pollution atmosphérique, réduction des gaz à effet de serre,
hausse des émissions de CO2 et de particules fines, parce que la pollution génère 48 000 morts par an. C'est la 3e cause de mortalité en France. Mais aussi parce que la gratuité des transports, quand elle s'accompagne de plus de rotation, d'une nouvelle carte des dessertes sur les lignes existantes ou à créer, concerne aussi le droit à la mobilité pour tous, principal outil de la lutte contre l'exclusion. Les 2 mois de confinement que nous avons subis ont d'ailleurs démontré que la baisse de la circulation des voitures et des camions a eu une très grande incidence sur la pollution. D'une manière générale, il n'est pas à douter que la mise en place de la gratuité permettra de libérer les centres-villes des bouchons quotidiens et améliorera les conditions de vie de la population. C'est toute la réorganisation de notre région, de ce massif central qui a vu le train se développer sans aucun problème pendant tout le 19e siècle et le 20e siècle. Et aujourd'hui, on viendrait nous expliquer en ce 21e siècle qu'il n'y aurait pas les moyens, ni financiers, ni technologiques pour développer ce train. La CGT cheminot, localement, se bat pour la réouverture de l'ensemble des lignes qui ont été fermées il y a quelques années. Je vous mets en alerte également sur une opération que la CGT cheminot va monter aussi concernant sur le fret. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation uniquement pour les voyageurs, il faut combiner avec le fret. Et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Il y a un véritable combat à mener à l'échelle de notre pays pour l'ensemble des sites qui viennent de s'exprimer. Parce que justement, nous devons conserver la maîtrise de la production énergétique de notre pays. Alors, je vois bien, j'ai été à Belfort il y a quelques mois, je suis ici avec vous. Je reviendrai et on se reverra pour parler de cela, mais ne vous battez pas chacun dans votre coin. Il y a véritablement besoin d'unir vos combats, vos entreprises, et de travailler ensemble, et c'est ce que je voudrais vous proposer en venant ici. Il y a une demande qui est formulée par les syndicats, les élus, qui a été relayée, d'organiser des états généraux, une rencontre nationale sur cette filière énergétique. Moi, si elle ne vient pas et s'il n'y a pas de prise d'initiative du ministre dans ce sens, je vais vous proposer de la faire et que nous la tenions à Paris, que nous nous retrouvions et que tous ensemble, nous fassions la démonstration de l'utilité de cette filière énergétique pour notre pays, pour répondre aux besoins de nos concitoyens, pour pouvoir nous projeter sur l'avenir, pour maîtriser les coûts énergétiques, les coûts de l'électricité dans notre pays. Nous voulons ici apporter tout notre soutien aux 800 travailleurs de Bridgestone et aux centaines de sous-traitants effectivement de Bridgestone. Ne lâchez rien, camarades. Ce n'est pas parce que Bridgestone, les Japonais, a décidé de partir que l'activité industrielle s'arrête. Vous pouvez continuer à fabriquer des pneus ou autre chose, bien sûr. Vos savoir-faire sont immenses. Dites non à la fermeture, refusez les plans de reconversion, travaillez sur un ou plusieurs plans alternatifs. Nous sommes avec vous, mais surtout ne renoncez pas à travailler ici à Béthune. À la fin du débat au Sénat sur le financement de la Sécu, les sénateurs, les Républicains, ont déposé un amendement voté par 200 sénateurs de droite afin de mettre la retraite à 63 ans et passer à 173 trimestres de cotisation pour les générations nées en 1965. Messieurs les sénateurs de droite, nous disons oui à la retraite à 60 ans, 57 ans pour les travaux pénibles, pour toutes et tous 32 heures hebdomadaires et augmentation des plus bas salaires. Tout à fait. Voilà la réponse que nous faisons aux sénateurs de droite.
Eh bien, pour les fêtes de fin d'année, vu que ce gouvernement a choisi de privilégier les plateformes numériques pour nos achats, la Poste est donc sollicitée, et même très sollicitée. Et cela commence dès maintenant avec un afflux hors norme de colis. Vous le voyez sur la photo, on a pris un exemple, là c'est la Poste de la Drôme. Donc pas certain quand même, Philippe, que vu les moyens que met la Poste pour livrer en temps et en heure, que vous ayez votre colis. Alors, croisons les doigts. Non. Nous, on dit, exigeons des embauches massives à la Poste. Les syndicats pensent qu'il en faudrait 20 000 sur toute la France. La Poste en propose 9 000. Elle fait effectivement sa publicité actuellement. On vous disait, c'est pas gagné. Le premier employeur dans le privé vient de mettre au chômage technique 90 000 de ses salariés sur 110 000. Un chômage payé sur des fonds publics. Carrefour qui a versé 183 millions d'euros à ses actionnaires. Dites-moi, monsieur le ministre Le Maire, cela va durer combien de temps ce cinéma du capital avec accord de votre gouvernement ? Le SDIS 59 vient d'annoncer une réduction des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels dans les casernes alors de Saint-Amand-les-Eaux, Douchy-les-Mines, Jeumont, Aumont, Aulnoy-et-Meurize et Fourmies. Il passerait en fait de 7 à 6 soldats du feu. Une telle décision répondant en fait à une logique comptable qui aurait pourtant de lourdes conséquences sur les capacités d'intervention des sapeurs-pompiers. Est-il besoin de rappeler que ceux-ci assurent des missions essentielles pour toutes et tous d'assistance au public dans un contexte général de plus en plus tendu? Nous apportons notre soutien aux pompiers du Nord. Le comité social et économique avait assigné en justice la direction sur son manque de loyauté et l'absence de documents remis aux experts dans le cadre des orientations stratégiques. La juge a tranché sur plusieurs points. D'abord, et c'est le seul point sur lequel le comité social et économique ait été débouté, la juge n'accède pas à la requête d'être consultée sur les orientations stratégiques, ce qui est discutable. Pour le reste, la direction est donc condamnée à fournir aux experts tous les documents listés dans le jugement sous 8 jours à compter de la notification par voie d'huissier de la décision de justice à la direction. Dans ce cadre, la juge ordonne la prolongation du délai d'information d'1 mois à compter de la date de réception de la totalité des documents demandés. Bravo à la CGT de Gardanne, de la centrale de Gardanne, que nous suivons et qui on voulait en parler il y a 15 jours maintenant, effectivement, ont aussi un projet alternatif. Et là, 1 mois de plus pour le CSE, une vraie bataille très importante. Merci Michel. Michel. Pourquoi je dis Michel, moi? Philippe. Albert. Merci Albert. On continue les brèves. Elles veulent plus de reconnaissance des assistantes familiales. Se sont mises en grève le jeudi 12 novembre dans le Gard. Une trentaine d'entre elles, en fait, se sont rassemblées à l'appel de la CGT au pied de la préfecture à Nîmes, toutes habillées en rouge. Rouge de colère. De petits salaires, des métiers qui les occupent H24. Elles réclament plus de moyens financiers en particulier, mais aussi, surtout, plus d'accompagnement, de formation. Nous avons un SMIC à 960 €, pas de repos, pas de congé. C'est un beau métier magnifique, mais nous ne sommes pas entendus, a confié sur France Bleu Gard-Lozère Aïcha Messeleka, assistante familiale à Méjeanne-les-Alès depuis 13 ans. Depuis le 16 novembre, 500 postes d'intérimaires ont été virés des chaînes de l'usine de Rennes. Elles montent les C5 Aircross et les 5008. C'est l'équipe de nuit qui est supprimée. Rappelons que PSA a engrangé au premier semestre 2020, avec 2 mois et demi de confinement, 600 millions d'euros de bénéfices. C'est le monde d'avant ou le monde d'après. L'établissement hospitalier de Villefranche-sur-Saône, fort de 1600 salariés, soignants et médecins, est en proie à un déficit chronique de personnel. Selon des responsables du CHSCT, l'hôpital dénombre entre 40 et 50 agents atteints du Covid. Conséquence, une équipe infirmière et aide-soignante s'occupe de 11 malades Covid contre 5 à 6 durant la première vague du printemps. Tout début novembre, l'hôpital a fait une communication, vous le voyez à l'écran, sur les panneaux électroniques de la mairie de Villefranche. Sans grand succès, là où il faudrait entre 30 et 50 personnels en renfort, selon la CGT, seules 3 personnes ont répondu présent, mon cher Albert. Une infirmière de bloc, une infirmière anesthésiste et une aide-soignante. Merci frère. Face aux attaques sans précédent dans les industries électriques et gazières, toutes les fédérations syndicales représentatives se sont associées pour appeler à la grève le 26 novembre prochain.
Non au plan Hercule à EDF. Non au sacrifice du secteur historique du gazier Engie. Non à une remise en cause du secteur hydraulique. Les fédérations disent oui à un service public français au service de l'intérêt des citoyens et de la nation et qui a fait ses preuves depuis 70 ans. Eh bien, invité sur LCP le 13 novembre dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu ou regardé, Sarah El Haïry, c'est la secrétaire d'État à la jeunesse qui a distillé ses conseils de cuisine à destination de qui? À destination des pauvres. Et oui, il ne faudra jamais céder à l'idée, dit-elle, qu'il faut être riche pour bien manger. Pour bien manger à petit prix, il faut apprendre à cuisiner, mesdames, messieurs les pauvres. Et c'est là que l'éducation est importante, nous dit-elle. Madame la secrétaire d'État, vous savez, dans l'ancien monde que vous fustigez, pour lutter contre la pauvreté, on initiait la sécurité sociale, on développait les services publics, on construisait des logements sociaux. Maintenant, pour vous, dans le monde d'aujourd'hui, on donne des conseils de cuisine. Vive les coquillettes au beurre. Ah, tout à fait, j'aime bien les coquillettes au beurre. L'exécutif persiste à ignorer l'ampleur de la crise qui s'abat sur les travailleurs. Alors que les chiffres du chômage du troisième trimestre 2020 publiés sont en forte hausse, Emmanuel Macron refuse de remettre en cause sa réforme régressive de l'assurance chômage de 2019. Déjà reportée à janvier puis avril 2021, jeudi 12 novembre, une réunion se tenait au ministère du Travail en présence des syndicats pour discuter d'aménagement à ce plan censé générer initialement 3 milliards 400 millions d'euros d'économies sur 3 ans et ne serait plus que de 2 milliards 400 millions d'euros d'économies sur le dos des chômeurs, soit un pansement sur une amputation. Plus d'infos à retrouver sur le site du journal L'Humanité. Oui, à lire L'Humanité, très intéressant d'ailleurs sur ce dossier par rapport à la réforme du chômage. Comment ça va? Avec Serge Brodero, élu CGT d'Air France, qui viendra nous parler de la situation de l'entreprise. Comment ça va Air France? Eh ben, Air France, comme toutes les grosses boîtes, Auchan, la centrale de Gardanne, enfin, j'en passe des meilleurs comme Foramaille, etc., ben, profite de la crise du Covid pour faire le vide, sans jeu de mots, dans les escales. Parce qu'en fait, ils anticipent, ils accélèrent, c'est eux-mêmes, c'est leur terme à eux, ils accélèrent les projets qu'ils avaient avant la crise du Covid pour se débarrasser du personnel, ce qui n'est pas justifié économiquement, mais ils le font. Et ils profitent de la crise, évidemment, avec la stratégie du choc, faire peur, parce que c'est vrai qu'il y a moins de passagers, mais on se pose des questions. Mais pour lui, c'est se débarrasser du personnel. C'est clair et simple. On n'a plus d'embauche depuis des années. La moyenne d'âge court courrier, c'est 50,6 ans. Et à ce rythme-là, sans qu'il y ait des embauches, dans 15 ans, c'est ce que dit en plus une expertise, il n'y aura plus de salariés Air France. Par contre, Air France existera toujours. Et quand ils disent qu'ils veulent faire des économies, rétablir l'équilibre, en fait, c'est un double mensonge parce que aujourd'hui, on est à 184 millions de pertes. On a vu, c'était beaucoup parce qu'on fermait des lignes. Mais si on part de leur raisonnement, ils nous disent que dans les 2-3 ans à venir, à cause de la crise du Covid, on va perdre 15% d'activité, le court courrier. C'est un mensonge. Parce qu'en fait, ils vont prendre 20 à 25% d'activité, plutôt 25% d'Air France, du court courrier, qui vont transférer à Transavia. Transavia, qui est une low cost d'Air France, mais qui a un compte analytique à part, de gestion. C'est totalement différent. Donc ils transfèrent. Alors quand ils nous présentent une perte d'activité de 15%, d'où le sureffectif, d'où le PSE, c'est faux parce qu'en fait, c'est 40% que l'on va perdre nous, parce qu'on va transférer 25% des recettes. Et si on analyse leur projet, ils veulent supprimer 855 équivalents temps plein, ce qui fait plus de 1000 emplois sur toute la France, ce qui fait plus de 7000 emplois induits, indirects pour toute la France. Et ça représente à peu près 56 millions de masse salariale à la louche, c'est sur les salaires moyens. Mais le fait de transférer 25% d'activité à Transavia, ben on transfère aussi les recettes à Transavia, parce que c'est plus chez nous. Donc 1,255 milliards, il faut pondérer ce chiffre parce qu'il y a des recettes annexes, etc. Mais en gros,
on va transférer 500 millions de recettes à Transavia. Donc d'un côté, Air France va économiserait, si on les suit dans leur logique, 56 millions, mais de l'autre côté, on va en perdre 500 millions de recettes. Donc, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous dire, ah, ça va pas, hein, on perd de l'argent et on virera les derniers personnels restants. Donc leur logique, c'est de ne plus garder des salariés Air France, au détriment de l'économie. On a des avions cloués au sol, toujours, par rapport à la crise. On a des équipages qui sont en chômage partiel et on a des salariés qui sont en chômage partiel. Donc on pourrait occuper le terrain, mailler le territoire, et le mieux pour nous, ce que nous revendiquons, c'est de réguler le transport. Et je parle bien de transport, je n'ai pas précisé aérien, c'est pour simplement, c'est pour permettre, quand une meilleure régulation du transport, c'est pour permettre de mailler le territoire, aménager le territoire. Ça répondrait aux politiques dans les régions qui sont enclavées, donc soit on y met l'aérien, soit on y met le ferroviaire, soit on y met les routiers. Parce qu'on a vu que pendant la crise, on avait besoin des routiers, on avait besoin de la SNCF et on avait besoin d'une compagnie aérienne, Air France. Donc le fait de réguler, cela permettrait de bien mailler, d'aménager le territoire. Pour l'État, ça permettrait de garder la maîtrise du transport. En cas de crise, justement, on a vu que c'est efficace. Il y a un volcan qui se réveille, il y a une guerre quelque part, c'est nous qui allons rapatrier les passagers. Et en France, on a besoin des routiers, je l'ai dit et je le répète, c'est nécessaire, et de la SNCF. Et quand on parle de régulation, cela permet aussi d'avoir un seul transporteur sur une ligne. Parce qu'avec la libéralisation du transport aérien, le fait qu'on laisse les lignes aux Anglais, avec EasyJet et Ryanair, je vais prendre un exemple, Marseille-Nantes, nous sommes 3 transporteurs. Donc 3 transporteurs, ça veut dire que les avions ne sont pas pleins, donc polluants. Parce que on sait, les études ont été faites, qu'à plus de 82% de remplissage, un avion, ça leur représente 3,3 litres de kérosène par passager aux 100 km, moins qu'une voiture. Mais pour que l'avion soit plein, il faut qu'il n'y ait qu'un seul transporteur. Donc il faut réguler. Ensuite, j'entends déjà aussi les associations de clients qui vont se dire « Ouais, mais là, ils ont le monopole, ça cartonne. » Et ils auront raison. C'est pour ça que quand on parle de régulation, on régule aussi les tarifs. C'est le rôle de l'État. Et c'est ce que doit faire un État. On régule les tarifs et ensuite on aide les compagnies nationales. Et c'est ce qu'il faudrait, ça réglerait le problème de l'aménagement du territoire, écologique, et ça permettrait de sauver tous les emplois Air France, induits et indirects, qui représentent, en 2013, c'était une étude de l'école de management de Strasbourg, l'activité d'Air France c'était 1,6% du produit intérieur brut. En 2016, cette étude a été remise à jour, et Air France ne représente plus que 1% du PIB. On passe au gros plan avec un reportage en fait de la Confédération CGT qui présente une action très intéressante des cheminots de Paris Nord, Gare du Nord plutôt, et de Seine-Saint-Denis, sur un bureau d'embauche. Voici le reportage. Il y a quelques semaines, je regardais conducteur de train. Conducteur de train ? Ouais, mais je crois que c'était un peu du fantasme. J'ai pas. Pour l'aiguillage, vous pensez qu'il faut être très à l'aise, par exemple, avec qu'est-ce que je peux dire, les mathématiques. Je suis à l'aiguillage. D'accord. Je suis rentré avec une licence de maths. Oui. Ça m'a servi à rien. J'avais à côté de moi quelqu'un qui avait un BTS agent immobilier. Oui. Et j'avais à ma droite agroalimentaire. D'accord. Et on est tous les 3 au même endroit aujourd'hui parce qu'on a bossé pendant un an la formation. Voilà. Du coup, je suis à la recherche d'un emploi depuis quelques temps et c'est ma sœur qui a reçu un tract de la CGT hier en passant, je pense, par Gare du Nord. Venant de l'hôtellerie-restauration, on se dit que un profil comme ça, si on n'est pas appuyé, si on n'est pas orienté et aidé, en fait, voilà quoi, qu'on passera pas le cap du recrutement. Ça vous a aidé sur comment vous auriez vu une annonce d'aiguilleur, par exemple, vous seriez dit c'est pas du tout pour moi. J'aurais pas postulé, je pense. Alors on fait cette initiative parce que la SNCF, elle nous dit à longueur de temps qu'elle a du mal à recruter. Et pourtant, les chiffres du chômage montrent qu'il y a beaucoup de monde sur le marché du travail. On n'est pas des DRH, mais on sait détecter sur un CV les compétences des gens. On connaît les métiers qu'on exerce tous les jours. On a des dossiers intéressants pour l'aiguillage. On va transmettre à la direction de l'établissement infracirculation
qui regroupe tous les aiguilleurs de la région. Et derrière, les candidats doivent nous rappeler si jamais ils sont contactés. Et nous, on relancera la direction chaque fois qu'on nous dira que les candidats n'ont pas été contactés pour savoir s'ils ont été rejetés ou si c'est en cours. Une fois que les candidats seront contactés, on les aidera à préparer les tests. Et puis si après ils vont jusqu'à l'embauche, on les aidera après une fois qu'ils seront cheminots. En arrivant, j'ai découvert qu'il y avait pas que le métier que je voulais faire, il y avait plein d'autres métiers. J'ai même déjà postulé sur le site de la SNCF, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. En fait, à la mission locale, ça va vite, ça va très très vite. C'est des gens, comme vous dites, c'est dans la généralité, alors que là, on a vraiment quelqu'un qui est spécifique au métier et ça facilite énormément. Vraiment, le but de l'opération, c'est bien évidemment pas de remplacer de Pôle emploi, c'est de mettre les directions face à leurs propres contradictions en disant mais on n'arrive pas à recruter, et au-delà, arriver à contrecarrer le discours que le gouvernement et le patronat ils ont sur les offres qui sont non pourvues. Donc la CGT, nous, le but du jeu, justement, c'est de stopper cette concurrence-là un peu dans laquelle le patronat il veut nous amener pour abaisser toujours plus les conditions de travail et les salaires, et de dire que privés d'emploi et salariés, on va se mettre ensemble pour aller gagner les emplois, entreprise par entreprise. Alors j'ai été recrutée suite à un bureau d'embauche. Moi j'étais comme un peu tous les chômeurs, j'étais seule, isolée, j'étais pas du tout consciente de mes droits. Ça permet d'avoir des camarades de la CGT qui nous aident à remplir une lettre de motivation, à remplir un CV, et c'est ce qui permet de réduire la concurrence qu'on nous met tous les jours dans la tête entre les salariés et les chômeurs, de dire non, en fait les chômeurs c'est pas des feignants. S'il n'y avait pas eu cette initiative là, moi je serais personnellement sûrement dans la même situation qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire essayer de choper le moindre petit boulot que je peux trouver pour essayer de boucler mes fins de mois, quoi. Oui, ça fonctionne. On a déjà des retours, par exemple, de bureaux d'embauche qui ont été tenus ici à Paris ou par exemple à Lyon. Après, bien évidemment, de toute manière, si on veut vraiment freiner cette politique-là de casse de l'emploi, que ce soit dans les services publics ou dans l'industrie, il faut qu'il y ait un rapport de force dans les entreprises, mais aussi plus généralement dans la société, et c'est y compris pourquoi nous, le Comité national, on appelle à une grosse journée de mobilisation, du coup le 5 décembre, vraiment pour dire que ceux qui sont responsables du chômage, ce sont les directions, c'est le patronat qui refuse d'embaucher et qui laisse les travailleurs dans des conditions de travail qui sont de plus en plus terribles. Parole de parlementaire, avec cette fois-ci Fabien Gay, en visite à l'usine Mécafi de Châtellerault. Il est inacceptable, mais y compris pour une direction. Une direction, elle doit voir une vision de long terme, sur les 5 ou 10 ans. Donc pourquoi se séparer de savoir-faire, de salariés formés, qui aiment leur entreprise, qui travaillent bien, alors que d'ici 18 mois, très probablement, vous serez obligé de rembaucher. Sauf qu'ils rembaucheront comment? Ils rembaucheront des gens en intérim ou à bas coût. Ils se seront séparés de savoir-faire et de gens comme vous qui savent travailler, mais en même temps ils auront encaissé l'argent public, les aides diverses et variées, et le PSE sera payé par l'argent public. Ben ça c'est inacceptable. Et ça il faut porter le fer sur... On a un gouvernement qui nous parle relocalisation, souveraineté industrielle, mais avant de parler de tout ça, il faut conserver les savoir-faire et les salariés, parce que c'est des hommes et des femmes, c'est pas des chiffres. Et la deuxième chose, je pense que vous en êtes l'illustration, c'est l'argent public. Parce que j'ai été au site, vous parlez, c'est un site, il y a 7 ans, il a été inauguré, c'est les collectivités territoriales qui ont apporté, exonéré 12 ans de loyer, y compris les collectivités mettent au pot. Et ensuite, elle leur dit pendant 12 ans, on se passe du loyer. C'est probablement une entreprise sur des PGE, il va falloir vérifier tout ça. Le chômage partiel, tout ce qu'ils ont économisé sur votre dos.
Et aujourd'hui, ils vont vous faire payer à vous la crise pour sauvegarder leur marge et en réalité les dividendes pour les actionnaires. Donc ça, je vous le dis, on va continuer à porter le fer comme on l'a fait depuis des années et pendant la crise. On ne peut pas avoir un gouvernement qui va pleurer à Bridgestone en disant « Oh, c'est pas normal tout ça ». Non, il y a une question, il faut légiférer. Il faut légiférer, il faut critériser les aides. Alors, on peut aider des entreprises, il faut que ça aille à l'emploi, au salaire, à la recherche-développement. Et si par contre, il y a des patrons voyous comme à Bridgestone ou comme ailleurs, bah, il faut des sanctions et il faut que les entreprises remboursent ce qu'elles ont touché. Sinon, tout ça c'est du baratin politique. Voilà. Donc là, vous êtes l'illustration parfaite. Et donc moi, je vous dis, vous apporte mon soutien, ma solidarité, ma fraternité aujourd'hui. Mais on va continuer aussi d'abord à interpeller le gouvernement sur votre situation propre, mais aussi à continuer à porter la situation de tous les salariés pour conditionner les aides publiques. Parce que sinon, il faut qu'on amorce un rapport de force dans ce pays. Et c'est pas possible que l'argent public aille dans la poche des actionnaires ou, pire, comme à Bridgestone, sous-investir dans l'entreprise à Béthune pour ensuite investir massivement en Pologne. Et qu'à partir du moment où on dit allez, l'entreprise, plus possible, on n'est plus au nord, ça avance plus, et donc il faut aller produire ailleurs. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est un combat politique qu'il faut mener, j'ai envie de dire, toutes et tous ensemble, puisque c'est le rapport de force qui va les faire plier. Eh bien, mon cher Philippe, et non Albert ni Michel, parce qu'on va dire que tu t'appelles vraiment Philippe. Quand même. Voilà, je vais voilà. Et pas toi, Fernand. Voilà, tout à fait. Donc, on va terminer par ce point de culture, avec cette semaine un livre à offrir à Noël. Oui, beau cadeau. Didier Daninx, Le roman noir de l'histoire, 28 € aux éditions Verdier, écrite au cours des 40 dernières années, les 77 nouvelles qui composent le roman noir de l'histoire retracent par la fiction documentée les soubresauts de plus d'un siècle et demi d'histoire contemporaine française. Ça se lit très facilement. Un beau cadeau effectivement pour Noël. Et puis on termine par notre festival du film documentaire qui n'aura pas lieu, mais qui a lieu sur Internet maintenant. Festival documentaire Le Vent se lève. Et on vous propose cette fois-ci un autre film que nous avons réalisé et coproduit avec le CAPER 04 des Alpes d'Haute-Provence, qui s'occupe des travailleurs d'Arkema Saint-Auban, des retraités, et qui ont été atteints par l'amiante, et ils sont morts par dizaines. Le titre du film s'appelle « Travailler pour vivre et non pour mourir », à regarder sur notre chaîne YouTube. Voilà, 3e journal terminé. Merci Philippe. Merci Thierry. À la semaine prochaine.